Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors aujourd'hui je te fais une vidéo dans la catégorie modélisme pour te parler plus particulièrement d'un monde que pas beaucoup de gens connaissent, c'est le monde des sous-marins. Alors pour te présenter un peu ce type de modèle réduit, alors je te parle de modèle réduit radiocommandé bien sûr. Et pour te parler de ce type de modèle réduit, j'ai choisi de te présenter mon premier sous-marin que j'ai réalisé, le Nautilus. Alors c'est le Nautilus version Disney. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer des choses qui te viennent peut-être pas à l'idée tout de suite, mais qui, je pense, sont intéressantes à savoir. Moi, c'est les questions que je me suis posées pour t'expliquer déjà un sous-marin, en tout cas radiocommandé, comment ça marche. Alors moi, l'aventure a débuté il y a une dizaine d'années quand j'ai amené mon fiston avec son pote à un petit salon de modélisme qui se passait pas très loin de chez moi, où en naviguant un peu dans les allées où tu vois du maquettisme, puis du modélisme, alors que ce soit des voitures, on s'est approché de la piscine pour voir des bateaux, et là, je vois qu'il y a des modèles réduits, non seulement qui flottent, mais qui coulent et qui naviguent sous l'eau. Et là, je ne te dis pas les interrogations que je me suis dit, parce que j'avais vu des trucs voler, rouler, flotter, bien sûr, mais couler et naviguer sous l'eau, je me suis dit, mais comment c'est possible? D'une, quand tu fais du modèle réduit, bon, moi, je suis tombé dedans, j'avais une quinzaine d'années, je te montrerai le premier bateau que j'ai fait avec mon papa. Je sais ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'un modèle réduit, tu vois, les organes électroniques. Je te montrerai tout ça, je t'expliquerai rapidement. Donc quand ça va sous l'eau, il faut que tout ça ce soit un peu dans une boîte étanche, pour pas que ça prenne la flotte. Ensuite, la transmission. Tu te dis, mais les ondes de l'extérieur jusqu'à l'intérieur de la flotte, il faut que ça passe, parce qu'il y a quand même la barrière de la flotte. Je t'expliquerai tout ça aussi. L'équilibre. Parce que quand tu prends une bûche en bois, une pirogue, il suffit que ce soit creux, même si c'est long, ça flotte. Par contre, une fois que c'est immergé et que c'est sous l'eau, il y a quand même un équilibre à respecter pour que ton navire, parce que ça s'appelle aussi un navire, un bâtiment, un sous-marin, il reste à l'horizontale pour pouvoir naviguer. Donc sur la longueur, il y a aussi un équilibre à respecter. Et puis comment ça coule, un sous-marin? Un modèle réduit sous-marin, mais comment tu modifies le poids pour que ça coule et que ça navigue? Alors, si tu es intéressé, tu restes et puis je vais t'expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Bon, dans un premier temps, tu vois, je te montre, ça, c'est le premier bateau que j'ai construit avec mon papa quand j'avais 15 ans, tu vois, donc j'en ai 50. Donc, tu as compris que moi, le modélisme, ça fait longtemps que je sais ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Mais toi, si tu ne connais pas, je vais te montrer rapidement. Alors, sur un modèle réduit assez simple, que ce soit un bateau ou une voiture, qu'est-ce que tu as à commander pour ce type de modèle réduit? Tu as bien souvent une direction. Alors, sur un bateau, ça va être le gouvernail. Sur une voiture, ça va être les roues à l'avant pour pouvoir tourner. Et puis, le moteur. Alors ici, tu vois, c'est un modèle où le moteur est en l'air parce que c'est l'air qui te propulse le bateau. Mais si c'est une hélice en bas, à l'arrière, c'est pareil. Que la propulsion soit là ou là, c'est un organe, un moteur à commander à distance, alors en marche avant, en marche arrière. Mais donc, pour une voiture, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas grand-chose à commander. Donc je vais te montrer ce que tu trouves à l'intérieur. Alors de plus près, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, un récepteur qui reçoit les ordres de ta télécommande et qui va transmettre les informations aux organes qu'il pilote. Alors ici, une voix qui va au variateur, donc le variateur de vitesse qui va me varier progressivement la vitesse à laquelle je veux naviguer, et puis un cerveau, alors ça s'appelle comme ça, un cerveau commande, qui est relié à la barre de direction, et puis lui, tu vois, quand il est actionné, il fait tourner le gouvernail. Et bien évidemment, un compartiment fixe ta batterie à l'intérieur. Voilà. Voilà ce que tu peux trouver à l'intérieur d'un modèle réduit. Bon, j'ai trimballé le sous-marin de son piédestal d'exposition jusqu'à un socle plus petit pour pouvoir te le présenter. Alors quand j'ai décidé de me lancer dans ce projet, est venue déjà la question de savoir où est-ce que j'allais trouver
les pièces essentielles pour fabriquer un sous-marin. Alors, déjà, je me suis inscrit sur le forum des gens que j'avais rencontrés près du bassin, quand j'avais vu les modélistes naviguer avec ce genre de modèle réduit. On a bien discuté, on a sympathisé, puis ils m'ont encouragé à m'inscrire sur un forum pour justement avoir un peu de l'entraide. Et ça, c'est primordial, parce que sur ce forum-là, j'ai appris beaucoup de choses, des expériences des autres, et puis des problèmes auxquels tu vas être, toi, confronté pour la réalisation de ton modèle. Je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. Le forum, c'est forumsousmarin.fr. Tu vois, tu ne peux pas te tromper, c'est assez simple à retenir. Donc moi, mon premier modèle réduit, j'ai voulu partir simplement ne connaissant pas le monde du sous-marin en modèle réduit. Je suis parti d'un kit résine, parce que j'ai trouvé ça dans une enseigne en Allemagne qui s'appelle Angel. Et ils proposaient pas mal de modèles réduits de sous-marins, alors beaucoup de U-boats, hein, parce que dans le monde du sous-marin, il y a pas mal de sous-marins militaires que tu vas pouvoir trouver. Et moi, je ne suis pas super fan des U-boats, hein, que je trouve jolis, hein, mais je voulais un truc un peu plus original, et il y avait un kit pour pouvoir réaliser le Nautilus, version Disney. Alors on entend par kit, enlève-toi de l'idée que tu reçois une maquette, enfin des pièces que tu dégrappes et que tu colles entre elles, hein. Là, pour le modèle terminé, il y a plus d'1 an de boulot. Parce qu'en fait, le kit, ça se limite à recevoir des éléments de coque en résine, plein d'ustensiles, tu vois, un peu comme les nageoires là, qui sont en résine PU coulée. Mais il faut tout recouper, il faut tout poncer, il faut tout assembler, il faut bien souvent transformer les choses. Parce que au travers de ce forum, quand tu vois les problèmes que les uns et les autres rencontrent, tu te dis, oui, bon, l'autre dans sa notice qui est que papier en anglais, déjà tu passes une semaine à tout traduire, hein. Il voit les choses d'un certain angle, et puis toi tu te dis, bon, vu les problèmes que certains ont rencontrés, je vais essayer, moi, de ne pas me faire avoir et de transformer le modèle pour que ce soit peut-être plus accessible, ou que la maintenance en soit plus simple, hein. Moi, je te rappelle, je bosse dans la maintenance, donc quand je construis quelque chose, je pense toujours au dépannage. C'est pas une mauvaise chose, hein, parce que quand tu es emmerdé et qu'il faut changer une pièce, c'est quand même bien d'avoir l'accessibilité. Donc je vais te présenter un peu, alors tu vois, toute la finition. Angel, par exemple, dans son kit, il n'avait pas prévu tout ça, hein. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai ajoutées, hein, notamment sur le bas du sous-marin, là, tu vois, je ne sais pas si tu vois. Mais tout ça, moi, après, je me suis inspiré des photos, justement, et du film de chez Disney pour pouvoir enrichir le modèle comme je voulais. Tiens, il y a des vidéos, tiens, je t'en mettrai une par là, où je te parle de demi-perles. Alors, ces demi-perles, il y en a environ 3000, hein, sur l'ensemble du sous-marin, collées une par une, tu vois. Donc, c'est aussi pas mal de boulot, tu te rends compte. Mais c'est pas prévu du tout par Angel, ça c'est des finitions que j'ai choisi de faire moi pour imiter les rivets de coque, hein. Et bien maintenant je vais te présenter l'intérieur du sous-marin pour te montrer l'électronique. Alors l'étanchéité, comment elle est faite? Eh bien simplement avec une partie de coque. Si tu veux, tout ce compartiment-là, c'est un compartiment étanche par rapport aux autres éléments de coque où l'eau va pouvoir rentrer à l'intérieur. Hein, que ce soit ici. Mais ce compartiment-là, eh bien, c'est à l'intérieur de ça que tu vas mettre tout ton système électronique. Et bien évidemment, moi j'ai mis un capoplexi parce que on aime bien voir ce qui se passe à l'intérieur d'un sous-marin sans avoir à le démonter. Et ce capoplexi, bien évidemment, eh bien, il est maintenu et serré au couple avec des écrous, tu vois, tout le tour là, pour pouvoir plaquer le capoplexi sur un joint caoutchouc qui fait la périphérie. D'accord? Ça, une fois serré, tout ton compartiment étanche. Alors bien évidemment, ces plaques-là aussi, tu vois, dessous, il y a aussi un joint plat, hein, qui permet l'étanchéité entre la plaque et le compartiment étanche. Voilà, donc une fois ça tout serré, tout ton compartiment est étanche. Je vais te parler de l'équilibre. C'est-à-dire que tu comprends bien qu'un bateau, quand tu le poses dans l'eau,
eh bien sa coque, elle flotte de toute sa longueur, et ton bateau, ben, sa surface de portabilité, ben, c'est la surface de l'eau. Donc ton bateau, il flotte. Le sous-marin, au départ, quand tu vas le poser dans l'eau, ben, tu vas avoir déjà quelques ajustements à faire, parce que tu comprends bien que la coque, comme un bateau qui va flotter, eh ben, ça va se limiter à ton compartiment étanche. D'accord? Parce que toutes les autres parties se remplissent d'eau. Donc ça peut déjà avoir une influence sur l'équilibre de ton navire. Le premier équilibre que tu fais déjà, c'est celui-ci, quand tu le poses dans l'eau, eh bien ton bateau, il se pose, et puis eh ben, il faut que tu ajustes. Alors, en fond de coque, eh ben, tu rajoutes du poids. Donc moi, je crois que sur l'ensemble du sous-marin, je crois que j'y ai mis, il me semble, 2,5 kg de plomb, répartis un peu sur l'avant, l'arrière, mélangé à de la résine. Hein. En tout cas, il m'a fallu rajouter 2,5 kg, bien positionner ces poids pour que ton navire se tienne dans sa ligne de flottaison initiale. D'accord? Et puis tu comprends bien qu'un sous-marin, quand on veut le faire couler, on parle d'un modèle réduit là, on ne peut pas y faire rentrer non plus 10 litres d'eau ou 5 litres d'eau pour pouvoir changer son poids pour qu'il puisse couler. D'accord? Parce que je te rappelle qu'on est dans un modèle réduit où le compartiment étanche, il n'est pas non plus super grand, et il faut qu'on puisse trouver le bon compromis entre le poids initial du navire et la petite quantité ou le poids suffisant qui vont permettre de faire changer son poids, sa masse plutôt, pour pouvoir le faire couler. C'est un peu, si tu veux, comme un bateau. Hein, considérons que ça c'est la coque du bateau. Ben, quand on veut faire couler un bateau, il faut y faire rentrer de l'eau à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a des ballasts à l'intérieur du compartiment étanche. Alors moi, tu vois, sur ce Nautilus, j'ai un ballast à l'arrière et un ballast à l'avant, qui vont se remplir simultanément des deux côtés, en même temps, pour pouvoir changer sa masse et le faire couler. Donc tu comprends bien que la masse qu'on va ajouter à l'intérieur de ce compartiment étanche, d'une, il faut qu'elle soit maîtrisée, hein, il faut que l'eau qu'on fasse rentrer à l'intérieur du compartiment étanche pour l'alourdir, eh ben, il faut qu'elle soit maîtrisée et conditionnée aussi dans un réceptacle étanche pour ne pas aller noyer toute ton électronique. D'accord? Donc ces ballasts, ils sont d'une construction de chez Angel. Hein. Bon, si tu regardes sur mes vidéos, tiens, je te mets un lien par là, tu verras comment ça se passe à l'intérieur d'un ballast de cette conception-là. En fait, ce sont un peu comme des grosses seringues électriques qui, bon, tu vois, par une motorisation, ça tire une tige filetée, comme une seringue en fait. Hein. Au lieu de tirer toi à la main, ben, c'est un moteur qui entraîne une pignonnerie et qui va tirer un piston et qui va aspirer l'eau de l'extérieur jusqu'à l'intérieur du cylindre du ballast. Et ça va avoir quoi comme incidence? Alors ces ballasts-là, ils font 500 ml chacun. Ça va avoir comme incidence de faire rentrer 500 ml d'eau à l'intérieur donc du compartiment étanche, à l'arrière, et 500 ml d'eau, pareil, à l'intérieur du compartiment étanche, à l'avant. Et donc ça va modifier la masse de mon sous-marin d'environ 1 kg qui vont lui permettre d'être alourdi et de pouvoir couler. Alors bien entendu, 1 kg, donc 500 et 500, ça permet au sous-marin de couler complètement et d'aller se poser au fond de là où tu navigues. Hein. Si tu le laisses faire, eh ben, il va se poser au fond. Alors s'il y a 5 mètres de profondeur, il va se poser à 5 mètres. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir justement le faire couler suffisamment à la profondeur que tu souhaites pour pouvoir naviguer ensuite. Alors tu comprends bien que il faut toujours prévoir plus, mais il n'y a pas besoin de 500 ml, en tout cas moi sur mon modèle, enfin de 500 ml, de 500 plus 500, pour pouvoir le faire couler suffisamment pour pouvoir naviguer. Je crois que là, à 80% de 500 ml, on va dire que 400 ml suffisent à l'avant et à l'arrière pour pouvoir me mettre entre deux eaux et pouvoir naviguer. Et une fois que tu as alourdi ton sous-marin, ben lui, tu comprends bien, il va descendre entre deux eaux, mais il va avoir aussi, c'est là que tu vas aussi voir son comportement d'équilibre
Parce qu'une fois entre deux eaux, il ne va pas avoir le même comportement que lorsqu'il flotte en surface. Alors je te parlais d'un équilibre que tu as fait préalablement en surface, hein, où ton bateau, il faut qu'il flotte correctement, mais une fois qu'il coule, eh ben, en rajoutant 500 ml ici et 500 ml ici, eh ben, peut-être qu'il va se comporter aussi différemment. Alors là aussi, tu vas ajuster davantage ton équilibre en rajoutant soit du flotteur, soit des poids, pour pouvoir à nouveau le rééquilibrer pour qu'une fois entre deux eaux, il se retrouve parfaitement à l'horizontale dans les deux sens. Je te rappelle, comme ça et comme ça. D'accord ? Et une fois que tu as commencé à couler et que tu t'es mis à la bonne profondeur, c'est là que rentre en ligne de compte la navigation où tu vas pouvoir te servir des barres de profondeur. Alors là, maintenant, je vais t'expliquer le fonctionnement des barres de profondeur. Alors, les barres de profondeur d'un sous-marin, c'est un peu le même principe qu'un avion. C'est-à-dire que lorsque tu es immergé, que tu veux naviguer entre deux eaux, tu comprends bien que ton sous-marin, je vais te mettre comme ça, il faut que tu puisses, si tu le souhaites, monter, descendre pour naviguer, si tu as envie. Et donc tu as des barres de profondeur qui vont s'orienter de cette sorte, de cette manière-là, ou de cette manière-là, de manière inversée. On appelle ça en X. Alors je vais te faire un diagramme pour t'expliquer rapidement à quoi ça sert les barres de profondeur. Alors pour t'expliquer, je t'ai fait une petite animation. Alors tu vois, quand tu mets ton sous-marin dans l'eau, il flotte dans ses lignes de flottaison. Et puis tu vas commencer par remplir ton ballast en eau qui va alourdir ton sous-marin. Et ce dernier, une fois plein, va commencer à couler et tu vas pouvoir t'ajuster à la hauteur que tu veux. Puis tu mets les gaz en marche avant. Et une fois que tu voudras te servir des barres de profondeur, comme un avion, quand tu vas incliner par exemple tes barres de profondeur pour plonger davantage, l'eau va avoir une poussée sur l'avant qui va le faire plonger et sur le cul qui va remonter son cul de sorte à ce que tu puisses plonger. Ensuite, quand tu seras à la profondeur que tu souhaites, tu peux renaviguer à l'horizontale. Et inversement, quand tu veux remonter, en inclinant les barres de plongée dans l'autre position, l'eau sur la barre de plongée avant va avoir pour effet de monter le nez du sous-marin et de lui faire plonger son cul. Et bien évidemment, pour remonter en surface, tu vides ton ballast et tu remontes. Voilà le principe de fonctionnement des barres de profondeur et comment on navigue. Donc pour naviguer, tu vois, on a les ballasts qui te permettent de couler. On a les barres de profondeur qui te permettent de naviguer en altitude une fois que tu es immergé. On a la motorisation qui te permet d'avancer, voire de reculer, si jamais tu te retrouves face à un mur, quand tu es en bassin, c'est toujours bien pratique. Et tu as un gouvernail, comme pour un bateau, pour pouvoir naviguer droite-gauche. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais il y a quand même de l'interaction entre le compartiment étanche et tous ces organes que tu veux piloter et qui sont extérieurs. Donc il y a forcément des traversées, et ces traversées doivent être étanches. Ne serait-ce que même, tu vois, quand je t'ai dit qu'il y avait de l'éclairage dans une partie immergée de coque en haut, il y a une liaison forcément entre l'extérieur et l'intérieur du compartiment étanche qui vont aux alimentations et aux commandes. Et tu as raison. Alors, comment est faite cette étanchéité de toutes ces interactions extérieures-intérieures? Par exemple, je te prends l'exemple du gouvernail. Tu vois, il y a un soufflet là. Je te montre. Alors, quand j'actionne, je vais te le faire manuellement, le cerveau, tu vois, qui commande le gouvernail, la tige du gouvernail, tu vois, ça bouge le gouvernail, ici. Et la tringlerie, l'étanchéité est faite avec un soufflet qui est prise sur le tube laiton, qui est étanche entre la paroi du compartiment étanche et l'extérieur, sur lequel est pris un soufflet, tu vois, par-dessus, et de l'autre extrémité du soufflet vient se plaquer sur la tringlerie. Comme ça, l'étanchéité est faite par ce soufflet. Ça, c'est pour l'étanchéité de cette tringlerie. L'étanchéité de l'axe de rotation, c'est un peu le même principe. Tu vois, je te montre de plus près. Le tube tourne, mais il y a un morceau d'urite là, tu vois, qui fait l'étanchéité entre une traversée tube et
l'axe de rotation. Le moteur, il ne tourne pas non plus à 10 000 tours minute, donc le plaquage de ce tuyau sur l'axe de rotation est suffisant pour garantir une bonne étanchéité. Alors pour les barres de profondeur, c'est un peu la même chose que pour l'axe de rotation de l'hélice, tu vois. Entre l'axe de rotation de cette barre de profondeur et sa commande, eh bien, il y a une traversée étanche qui est réalisée aussi par un tuyau laiton sur lequel il y a un petit morceau de durite qui gère l'étanchéité entre la partie fixe et la partie mobile. Et c'est suffisant pour le peu de mouvement qu'il y a pour garantir l'étanchéité. Même chose, par exemple, pour les traversées électriques, des organes extérieurs, alors parce que je te rappelle que tout ça, ça prend l'eau. D'accord, ça prend l'eau, donc les LED, elles sont au niveau des connectiques, elles sont étanchées, hein, elles sont isolées par rapport à la flotte. Mais les traversées, c'est un peu la même chose, tu vois. Si je te montre, tu vois les petits picots, la traversée électrique est là, et autour de la partie mâle, il y a un petit morceau de durite qui fait que quand je le clipse à l'intérieur, eh bien tu vois, cette petite partie vient faire l'étanchéité sur la traversée, et c'est suffisant pour ne pas avoir d'eau qui rentre à l'intérieur du compartiment étanche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme interaction extérieure? Pas plus, hein. Bon, bien évidemment, si, il y a l'aspiration des ballasts. Donc ça, c'est la prise d'aspiration d'eau, où à l'intérieur, forcément, là, on rentre directement dans le compartiment étanche, donc le tuyau, il est étanché à l'intérieur avec de la résine, et dessus, le morceau de durite va directement à la seringue, à l'entrée de la seringue, qui fait que j'ai toute l'étanchéité qui est faite de l'intérieur du ballast, de cette seringue, jusqu'à l'extérieur pour la prise d'eau. Voilà pour tout ce qui est système d'étanchéité. Alors maintenant, eh bien, je vais sortir la radiocommande, je vais mettre les batteries et puis je vais te montrer un peu en image comment ça fonctionne tout ça. Ah oui, il y a une autre interaction que je t'ai pas parlé, mais la mise en route. Tu comprends bien qu'une fois qu'on a mis le capot et qu'on est vissé, pour le mettre en service, tu vas pas t'amuser à dévisser tous les écrous pour l'éteindre, et puis tu vas pas t'amuser à remettre tous les écrous, tout enlever à chaque fois que tu veux allumer ou éteindre ton électronique. Donc il faut une interaction d'allumage de l'électronique à l'intérieur, extérieur-intérieur, pour pouvoir mettre en route tout le bazar là. On a à l'intérieur, comme un électroaimant, en fait c'est un contacteur qui fonctionne avec un aimant comme ça. Et quand on le passe en fait à l'extérieur de la coque ici, alors il faut savoir où il se trouve, hein, et quand tu le balayes comme ça à l'extérieur de la coque, clac, le contact fonctionne et ça t'enclenche, c'est un interrupteur en fait magnétique. Voilà, c'est un interrupteur magnétique. Voilà, et ça te met en route et ça gère un peu l'allumage un peu de tout. Alors tiens, voilà, maintenant tu vois, je vais te parler de la transmission, parce que bien évidemment, tu vois, le problème, l'interrogation aussi que je me posais quand j'ai démarré dans ce monde du sous-marin, c'est comment ça se passe, les ondes, pour passer de l'extérieur à sous l'eau. Eh bien, figure-toi que toutes les fréquences sont pas bonnes et ne passent pas sous l'eau. Alors, c'est essentiellement les fréquences jusqu'à 41 MHz. Alors, 40-41 MHz, alors pourquoi? Me demande pas pourquoi, parce que je te le dirai pas, mais en tout cas, moi, il m'a fallu trouver au départ une radio. Alors par chance, c'est la radio que j'avais quand j'avais fait mon bateau, le Jules Verne. Hein. Tiens, tu as vu le parallèle, j'avais fait le bateau, le Jules Verne, et coïncidence, juste après, je fais le Nautilus. Enfin, quelques années après. Mais alors, tu vois, cette radiocommande, elle est en 41 MHz. Alors, je te cache pas que ça devient denrée rare, hein, pour trouver des radiocommandes en 40 ou 41 MHz. Maintenant, si tu en as une de côté, conserve-la si tu veux te lancer dans le monde du sous-marin. Parce que tous les modèles réduits que tu trouves maintenant, que ce soit de la voiture, du drone, c'est toujours en 2,4 GHz. Hein. Tu vois, j'ai allumé la radio, je me suis mis sur tu vois, le Nautilus, donc la programmation du Nautilus, et maintenant, tu vois, ce que je te disais, c'est que on va allumer, comme je te disais, pour la mise en route. Et tu vois, je sais que mon contacteur, moi, il se situe à peu près par là. Bon, je te montre, quand j'agis sur le manche, ici, des gaz, tu vois, ça entraîne mon hélice. Ici, à droite, j'ai le manche du gouvernail. Alors tu vois ce que je te disais.
vois, le gouvernail, le cerveau, le manche des barres de profondeur, tu vois. Là, je plonge. Là, je remonte. Je ne sais pas si tu verras grand-chose, mais je vais te filmer de plus près le fonctionnement des ballasts. Donc sur ma radio, l'interrupteur, quand je veux me mettre en position de je suis prêt à couler, donc ça va me remplir 80% des ballasts qui vont faire que le Nautilus, si tu veux, l'eau, quand il est dans l'eau, elle va être au niveau des yeux du crocodile, là, tu vois, parce que oui, c'est censé ressembler à un crocodile. Après, bien sûr, je peux tout remplir pour aller au fond. Hein. Donc je te montre dans la première position. Tu entends des ballasts qui se mettent en route. Et tu vois se déployer, tu vois la tige filetée qui sort là. Hop, voilà. Tu vois, les deux sont arrivés là. Ça veut dire que mon piston s'est déplacé au moins jusqu'ici et que potentiellement, il m'a rempli environ 400 ml d'eau à l'intérieur ici et 400 ml d'eau ici. Et ensuite, bien évidemment, avec mes barres, je peux naviguer. Et lorsque je veux remonter, alors, tu vas me dire aussi, bah oui, mais ça veut dire que l'eau que je prends à l'extérieur, ça me comprime l'air à l'intérieur de mon compartiment étanche. Et là, tu as complètement raison, parce que c'est aussi un phénomène qu'il ne faut pas occulter. C'est-à-dire que toute l'eau que je prends à l'extérieur, bien évidemment, ça me comprime l'air d'environ 1 litre à l'intérieur de mon compartiment étanche. Donc mon compartiment étanche vient en surpression, parce que j'ai pas une sortie qui me chasse l'air du compartiment, et il est étanche, hein, je te rappelle. Donc bien sûr que il faut, si tu comprends aussi pourquoi on n'a pas un volume de ballast qui soit trop gros, parce que sinon ça voudrait dire, t'imagines, si on avait un ballast qui faille 3 litres pour te faire couler ton sous-marin, ça voudrait dire que s'il faut 3 litres pour faire couler ton sous-marin, il faudrait que tu sois en capacité d'accepter 3 litres d'air qui devrait être comprimé à l'intérieur de ton compartiment étanche. Alors si tu as un gros sous-marin de 3 mètres de long avec un gros compartiment étanche, c'est faisable, hein. Mais bon, quand tu as un sous-marin où le compartiment étanche il doit faire environ 8 litres, quelque chose comme ça, tu ne peux pas non plus aussi comprimer une grosse quantité d'air à l'intérieur de ça, parce que sinon ton air il va falloir qu'il sorte quelque part, et ça va te créer une fuite dans le phénomène inverse quand tu vas vouloir. Imaginons que ton air se barre, quand tu vas vouloir vider tes ballasts, tu comprends bien que ça va faire le phénomène inverse des pressions, et tu vas avoir besoin d'air à l'intérieur de ton compartiment étanche, et ça va t'aspirer de l'eau de l'extérieur, hein, et donc là tu vas avoir une voie d'eau. Donc voilà, donc pour vidanger, je bascule mon interrupteur vers le haut, mes tiges filetées rentrent, donc elles poussent le piston vers l'arrière qui me chasse l'eau vers l'extérieur. Et là mon sous-marin remonte. Voilà comment ça fonctionne. Alors, je t'ai dit que j'avais aussi des lights, tu vois, pour faire rendre un peu le sous-marin un peu joli, et puis c'est très beau en navigation, surtout quand tu es dans un salon où on te met de la glace cryo en surface, on crée un peu la pénombre, et quand tu as des lumières sur ton sous-marin, ça fait un peu spectacle, et puis ça fait joli, quoi. Et puis moi, comme c'est aussi, je te rappelle, un élément de déco, hein. Donc moi, tu vois, sur ma radio, j'ai un bouton, là, je double-clique, et tu vas voir, je vais te faire les deux en même temps, donc je double-clique, et ça m'allume aussi les lumières, tu vois, tout ça c'est radiocommandé. Alors quand je te disais que j'en avais dans le nez, voilà, bon, je te filme de près un peu l'intérieur, je sais pas si tu vas bien voir, mais à l'intérieur on voit, voilà, tu sais ce qui est censé être la barre. Voilà mon sous-marin Nautilus, et comment ça fonctionne. Un sous-marin radiocommandé. Bon voilà les gens, avant de te laisser avec des images du sous-marin en train de naviguer, hein, parce que oui, sur une table c'est bien beau, mais je te rassure, il fonctionne, hein. Je vais te faire une petite conclusion. Bon, t'as vu, déjà il a retrouvé sa place là où il trône dans le salon, hein, parce que vu la taille, comme je te disais, nous on a choisi de l'exposer là, parce qu'on trouve que c'est quand même un bel objet. T'as vu, moi pour l'exposer, j'ai mis le calamar géant dessus, enfin géant, le seul que j'ai trouvé assez gros pour faire un peu l'illusion, quoi. Et puis tu as vu sur la trappe de l'écoutille, moi, comme là je ne branche pas la radiocommande pour l'allumer, j'ai associé l'éclairage sur un inter sur l'écoutille. Voilà. J'espère que tu as passé un bon moment, en tout cas que je t'aurai appris aussi certaines choses, déjà comment ça fonctionne un sous-marin radiocommandé. Et puis parce que moi, déjà quand j'avais abordé le sujet, ça m'a permis d'être confronté à pas mal de phénomènes physiques qu'il a fallu appréhender et puis maîtriser.
Donc je voulais te faire partager un peu ça. Donc si tu as trouvé ça intéressant, témoigne-moi-le en mettant un petit pouce en l'air et puis à me le dire dans les commentaires. Hein. Je t'ai dit, c'est la meilleure des récompenses pour moi. Si tu découvres la chaîne et que tu es tombé dessus par hasard et que tu as trouvé ça bien et que tu as passé un bon moment, je t'encourage à t'abonner puis à activer la cloche avec toutes les notifs pour être averti de mes prochaines vidéos. Tu peux toujours aussi aller checker mes anciennes vidéos. Tu peux trouver ça divertissant. Je te mettrai en lien en description ce dont je t'ai parlé, peut-être l'adresse du forum, etc. Et puis moi, j'ai plus qu'à te souhaiter de passer peut-être une bonne fin de semaine, une bonne semaine. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!